Voici le 73e épisode des Technos, un épisode qui sera, vous le comprendrez, un petit peu plus court que d'habitude. On n'avait pas vraiment cœur à suivre l'actualité technologique cette semaine. C'est l'occasion pour moi de simplement remercier ceux qui nous ont envoyé leurs messages via Twitter par exemple. On vous salue et on vous dit encore merci. « 73e épisode avec cette semaine de ce côté-ci du studio. Nous avons Xavier. Salut Xavier. Salut. Et puis de l'autre côté, du côté de Namur, nous avons Benoît. Tout ça pour vous rappeler à tous que nous réalisons ce podcast depuis la Belgique, depuis Bruxelles, avec des chroniqueurs qui sont tantôt à Nivelles, tantôt à Ouémel, tantôt à Namur. C'est le cas cette fois-ci. On va parler bien entendu de plein de choses. Pas de courrier des auditeurs cette semaine, vous vous en doutez. On a juste dit quelques mots au début de cet épisode à ce sujet. On reviendra sans doute sur des questions qui ont été posées quand on aura un petit peu plus le temps la semaine prochaine et que les choses seront un petit peu retombées. Vous le comprendrez aussi. On va donc directement attaquer notre abécédaire avec la lettre A comme Apple, vous vous en doutez. C'était avant les événements et ça, on l'a tous suivi de plus ou moins près. Non, pas de près du tout. De ce côté-ci, notre ami Xavier n'est toujours pas abonné au Keynote, donc on ne reviendra pas là-dessus, mais tu pourras poser des questions de néophyte dans ce cas-là. Voilà. Par contre, Benoît l'a suivi, pas en direct, mais a pu regarder cette Keynote Apple. Benoît, et on commence par le menu en parlant de Liam. Rappelle-nous, de quoi s'agit-il, Liam ? Alors Liam, c'est le robot qu'Apple a présenté pour recycler son matériel. Parce qu'évidemment, quand on produit autant d'iPhone qu'Apple et qu'on a un programme de recyclage en cours, on se retrouve avec une masse d'iPhone à démonter, à séparer les pièces, à séparer les composants. Et ils ont fait quelque chose qui est quand même assez extraordinaire, c'est un robot qui démonte. Alors je trouve ça un peu extraordinaire parce que le robot qui monte, c'est relativement simple, dans le sens où il a des vis qui sont en bon état, il a des composants qui sont en bon état. Le robot qui démonte, il doit se rendre compte de ce qu'il a devant lui, et puis il doit adapter une stratégie de démontage adaptée. Alors je dis pas qu'il est capable de tout démonter, mais je trouve que l'idée est vraiment intéressante de voir, parce que moi ça m'a rappelé le robot qui nous avait montré il y a 2 ans, là, qui regardait les pièces, qui regardait la taille des pièces et qui en fonction de ça, de façon intelligente, allait les combiner. Et ben là on sent que voilà, ils ont encore un petit peu avancé sur cette techno et ils essayent de gérer la masse de produits à recycler que génère en fait leurs produits. Et alors ils ont également, parce qu'ils parlaient, ils ont quand même consacré un grand moment à Apple Green, on va dire. Ils parlaient également des sources d'énergie renouvelables. Ils ont expliqué en long et en large qu'ils avaient développé en fait un vrai savoir-faire maintenant dans la production d'énergie renouvelable et qu'ils l'étendent petit à petit pour essayer de couvrir l'ensemble de leurs besoins. D'accord. La petite vidéo concernant Liam, c'est plus une vision un petit peu sympathique de l'objet. C'est pas comme ça que ça se passe en vrai. En vrai, je suppose qu'elle est dans les usines de Foxconn. C'est ça. Et puis qu'elle demande ce qu'on lui rapporte. Parce que la vidéo est super mignonne. Hein. Je veux dire, enfin, c'est super bien foutu, c'est rigolo comme tout. On a presque l'impression que cette machine est vivante. Ouais, mais visiblement, si tu remarques, il y a ce système de caméra qui va regarder l'objet pour reconnaître le type d'iPhone qu'on lui a mis entre les pattes et pour savoir comment il doit le démonter, etc. Ouais. Ceci dit, on fait des trucs terribles je fais juste une petite parenthèse dans le tri sélectif mais mécanique entre guillemets. Moi j'ai vu une usine qui fait du tri et qui peut repérer le petit bout de métal parmi toute une série d'autres objets complètement et ce tri se fait par de l'air pulsé. C'est assez bizarre. C'est qu'on pulse de l'air pour séparer le vieux paquet de chips de la vieille canette de Coca ou des choses comme ça. C'est une petite parenthèse que je fais. Mais si vous avez l'occasion de visiter une usine comme celle-là, à mon avis, ça vaut quand même le détour. Tu voulais rajouter un truc peut-être ? J'avais juste une petite question. Donc je découvre la vidéo qui est assez impressionnante, effectivement. Et est-ce qu'ils ont dit si c'était juste pour le recyclage ou bien ils utilisent cette techno aussi pour faire de la réparation d'appareils, donc optimiser le temps de réparation ? Bonne question. Mais ça, on ne le sait pas. Alors, c'est une super bonne question. Là, en l'occurrence, visiblement, c'est pour du recyclage. Le côté où je trouve que c'est une super bonne question, c'est que ce qui est un petit peu moche aujourd'hui quand on réfléchit, c'est que c'est bien qu'Apple fasse du recyclage, mais quand tu regardes leurs produits, c'est que de la matière
vierge, comme on appelle ça. Donc, ils repartent avec des nouveaux verres, ils repartent avec des nouveaux composants, etc. Et donc, moi, c'est le début, mais on peut espérer qu'un jour, ils vont aller plus loin et ils vont avoir effectivement un robot comme ça qui est capable peut-être d'upgrader ton iPhone ou de le réparer ou de faire quelque chose comme ça et de lui donner une durée de vie qui soit plus longue. C'est intéressant à suivre, en tout cas comme actualité, enfin comme technologie également. Et il n'y a que des grosses boîtes comme Apple qui peuvent se permettre ce genre de choses, soyons clairs, je pense. Je pense qu'ils ont l'intention de prendre un petit peu le lead sur le sujet, parce que moi, je pas encore vu ce genre de techno déployé ailleurs. Et je regardais tout à l'heure tout le matériel électronique que j'ai chez moi qui généralement est très difficile à recycler. Et je me dis, s'il y avait d'autres acteurs qui faisaient la même chose, c'est un premier pas, il en faut d'autres, mais c'est un premier pas qui est chouette à voir, quoi. Ok. D'autre part, côté Apple toujours, puisqu'on revient sur cette keynote de début de semaine, il était question également de CareKit. Alors, ça évoque un autre kit, je serais tenté de dire, dont on avait déjà parlé ici, Benoît. Je pense que tu penses à ResearchKit. Oui. Et c'est effectivement, visiblement, une évolution de ça. Donc, ResearchKit, l'idée, c'était c'était un framework de développement pour permettre assez facilement de développer des suivis d'expérimentation médicale, parce que avec son Apple Watch qui prend les mesures, qui mesure la température, qui mesure un certain nombre de facteurs en permanence, et ton téléphone qui va pouvoir agréger cette information-là, tu peux rapidement envoyer des résultats d'analyse à l'hôpital qui est en train de faire un test clinique. Ouais. Et alors, l'idée de CareKit, c'est la même chose pour les hypochondriaques. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer pour un test clinique, c'est le suivi de ton traitement. D'accord. Et donc, des choses qui peuvent paraître simples, mais qui sont pas toujours simples à gérer, c'est la prise des médicaments. Parce qu'on peut avoir des cas où il y a beaucoup de médicaments à prendre à certains temps, etc. Certains médicaments sont optionnels, on en prend si on a mal. Et le kit va permettre de développer des applications qui vont gérer tout cet aspect-là. De nouveau, renvoyer en suivi avec ton équipe médicale, il a eu besoin de plus d'antidouleurs aujourd'hui, donc il y a une tendance sur une semaine qui se dégage, etc. etc. C'est ça. Et alors également, même chose, suivi des symptômes. Si ta température monte sur l'Apple Watch, l'information est ramenée dans l'application. Et donc voilà, c'est ça l'idée. Alors c'est plutôt bien. Quelque part, on peut pas se plaindre de ce genre de choses. Moi, je me demande quand même si ça va pas. Je parlais en riant un peu d'hypochondriaque, mais c'est vrai que il faut parfois prendre une certaine distance. Ouais. Quand je vois certaines personnes avec leur téléphone en permanence, je me dis le mec qui a déjà un peu d'inquiétude sur sa santé, il va plus le lâcher, quoi. C'est possible. On avait déjà parlé, on avait évoqué ce problème avec Marc ici même quand il avait été question de la balance intelligente qui te donne ta masse corporelle, patati, tata. Et forcément, après un moment, on n'ose plus monter sur la balance où on y monte à peu près toutes les 5 minutes pour voir si on a perdu 3 grammes ou etc. C'est un petit peu la même chose. Si je peux me faire une toute petite parenthèse, il me semble que CareKit, c'est beaucoup plus personnalisé. Enfin, c'est une application ou en tout cas un kit qui s'adresse plus à de personnes à médecins que ResearchKit, qui lui était plus du big data, qui cherchait à aller chercher de l'information de masse, entre guillemets, sur l'état de santé d'une population, par exemple. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, visiblement, l'idée, comme il l'explique, est venue du fait qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient développé des moyens d'acquisition de ces données-là en masse, et quelque part, ça pouvait aussi avoir de la pertinence de la ramener à un niveau personnel. Puisque la watch qui surveille ta température et qu'on utilise pour faire un suivi clinique, dans le cadre d'un test clinique où on suit des centaines de personnes, elle peut aussi être utilisée pour te suivre toi, si tu as un traitement où pendant un temps, on a besoin de vérifier ta température. Xavier avait un truc il serait intéressant de savoir si ce sont les créateurs de l'application qui stockent les données, ou bien si elles sont juste stockées sur le téléphone, ou si si c'est lié à ResearchKit, si je peux me permettre, ce sera chez Apple. Si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, Benoît, ResearchKit, il garantissait le fait que ces informations étaient stockées et conservées précieusement et qu'elles ne seraient probablement pas revendues. Je dis probablement. Donc, si c'est gratuit, revendues à des tiers et des choses comme ça. Justement, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Justement. En plus, c'est pas gratuit. Avec Apple, c'est jamais vraiment gratuit. Non, mais c'est le principe. Ça. Ils l'ont également évoqué. D'ailleurs, c'était l'ouverture de la keynote. Tim Cook a dit, très rapidement, mais il a appelé le débat qui est actuellement en cours aux États-Unis, qui a été lancé parce que le FBI demande à Apple d'ouvrir un téléphone.
Et il a rappelé que voilà, leur position, c'était de respecter la vie privée de leurs clients, parce que leurs clients, c'est les gens qui achètent leurs produits. C'est ça. Contrairement à Facebook ou à Google, dont les clients sont des annonceurs. Et ça, c'est moi qui le dis. Hein, c'est pas, il n'a pas lancé de pique contre ses concurrents, mais il a effectivement signalé le fait qu'on arrive à des époques où il va y avoir des choix de société à faire, des choix en se disant voilà, est-ce qu'on veut vraiment si on a un intérêt à confier nos données comme ça à une structure, on doit se sentir en confiance. Alors, est-ce qu'on peut vraiment se sentir en confiance ou est-ce qu'il y a des cas où on va devoir ouvrir des portes pour permettre au gouvernement, mais aussi aux hackers de passer, etc. C'est toutes ces questions-là derrière. Hein. Oui, et il l'a effectivement évoqué, mais c'est bon. Je pense que c'est l'idée du kit, c'est que au lieu d'avoir chaque développeur qui doit développer sa solution, qui sera donc plus ou moins sécurisée, plus ou moins bancale, on met tout sur un système sur lequel on peut investir plus en matière de sécurité. Mais se repose effectivement à chaque fois qu'on parle de santé, cette question de la collecte de ces informations et de ce qu'on peut en faire après. Toujours dans l'idée de facturer peut-être la médecine ou la santé de manière différente en fonction des gens qui sont bien portants ou moins bien portants, par exemple. Et ça, c'est un vrai risque. Mais c'est bon, c'est un débat qui restera ouvert, à mon avis, encore longtemps. On continue avec le cœur de cette keynote, si je ne dis pas de bêtises, c'est le nouvel iPhone et le nouvel iPad, Benoît. Voilà, effectivement, c'était, comme tu dis, le cœur des annonces produits. Le nouvel iPhone, c'est l'iPhone SE, et le nouvel iPad, c'est le nouvel iPad Pro, mais par rapport à l'ancien iPad Pro qu'on connaissait, il est un peu plus petit. Et en gros, c'est le thème des deux annonces produits. C'était prendre de la technologie, prendre le cœur de produit d'un produit plus large et le faire dans un format plus petit et plus pratique. Oui. Donc, le nouvel iPhone SE, c'est le cœur de l'iPhone 6S, mis dans la coque de l'iPhone 5S en résumant un petit peu. Donc, on va retrouver l'appareil photo à 12 millions de pixels, on va retrouver la puce A9, c'est-à-dire 2 fois plus rapide que l'iPhone 5S, on va retrouver la puce M9, 3 fois plus rapide que l'iPhone 5S, 3 fois plus rapide que l'iPhone 5S, pardon, et avec des performances qui sont totalement comparables à ce qu'on a sur un 6S. Ouais. Et alors, les nouvelles technologies Night Shift pour l'écran, tu sais, c'est cette idée que quand le soir arrive, les températures, les couleurs sont plus chaudes. Le soleil, quand il se couche, il est rougeoyant alors qu'à midi, il est bleu. Or, nos écrans, comme ils émettent une lumière LED qui est très bleue, ça nous donne l'impression... Et ça trompe notre corps qui, depuis des milliers d'années, est habitué à ce que le rouge, c'est le signe qu'on va se coucher, et le bleu, c'est le signe qu'on va bosser. Ça le trompe un petit peu, ça nous tient éveillés. Et donc, ils ont intégré cette techno dans les écrans qui fait que l'écran devient un petit peu rougeoyant quand le soir arrive. On va y revenir à cette technologie-là parce qu'elle est intégrée également forcément à l'iPad Pro également. Enfin, je ne sais pas si c'est uniquement sur le... Non, non, c'est pas une nouvelle techno. Je dis bien, ils ont repris le cœur de technologie, ils l'ont mis dans la coque de l'iPhone 5S. Cette histoire de changement chromatique de l'écran ne plaît pas à tout le monde, déjà. C'est désactivable. C'est désactivable, oui, mais ce sera désactivé, je pense, par les gens qui utilisent leur iPad comme outil créatif, comme par exemple les graphistes et autres. Attends, ça, on va y revenir quand on va parler de l'iPad Pro. Oui, justement. Et alors, il y a également, la seule chose en fait qui manque, c'est le 3D Touch. Donc là, il reste pour le moment l'apanage des 6S. Et moi, je trouve globalement, c'est une chouette annonce parce que j'appartiens à ces gens et ils l'ont évoqué en disant pourquoi on sort ce produit, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des consommateurs qui n'aimaient pas les gros téléphones, qui veulent quelque chose de plus petit. Et moi, j'appartiens à ces gens qui, pour moi, j'ai un 4S, il est très bien, je l'aime bien parce qu'il est petit. Ouais. Quand j'ai vu les 6S arriver, je me suis dit c'est beaucoup trop gros, je veux pas de ça. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de gens qui pensaient comme moi, et donc ils ont sorti un téléphone pour nous, ce qui est plutôt sympa. Et qui a plus d'autonomie en plus, paraît-il, puisque son écran, contrairement au 6S, consomme moins que l'écran du 6S, avec une batterie qui est celle du 6S également. Donc, ce serait l'appareil le plus performant de la gamme, en fait, en termes de batterie. Ouais. Et en termes de prix, on est dans... Ah, alors là, c'est le truc qui fâche. Alors, en termes de prix, c'est 489 pour le modèle de base et une centaine d'euros en plus pour le modèle avec 64 gigs. Donc, je pense qu'on est sur des prix qui sont les prix habituels Apple. Hein. C'est pas un produit bradé. Non, on est bien d'accord. La logique, c'est pas de dire on fait un produit bradé, bas de gamme, machin, un truc pour attirer de la clientèle. La logique, c'est de faire, mais c'est cohérent par rapport à toute la gamme Apple, c'est de faire un produit bien fait,
et puis on le vend au prix d'un produit bien fait. Quand je dis ça fâche, c'est que quand ils faisaient encore la parité 1 euro égale 1 dollar, bon, c'était déjà un petit peu foutage de gueule, mais ici, maintenant, ils taxent quand même un petit peu l'euro, quelque part, parce que je pense qu'il est moins cher en dollars, me semble-t-il. Et ça, oui, malheureusement, c'est souvent le cas avec les taxes, les machins, les imports, les matières. 399 dollars égale 499 euros. En gros, c'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Donc, on ira l'acheter. Donc, c'est vraiment pas une version allégée comme l'étaient les 5C, par exemple. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un produit bien fini. Mais effectivement, en regardant la forme et le design du produit plus petit de la gamme. Ouais. Parce que actuellement, si tu voulais un iPhone un peu plus petit, tu étais obligé de prendre la vieille techno, quoi. C'est ça. Exactement. Et il y en a qui se sont tournés vers les anciens modèles, qui n'existaient plus qu'en 16 Go d'ailleurs, ou en même moins que ça. Et donc, ça va faire plaisir certainement à tous ces gens qui, un peu comme toi, ne voulaient pas d'un gros téléphone dans leur poche et qui vont, vont remplacer leur vieux 5S par un 5SE. Voilà, pourquoi pas. On leur a aussi reproché d'avoir regardé le même design, mais je trouve ça plutôt malin. Je trouve ça plutôt bien. Parce que le design est sympa, et puis comme ça, on peut garder les accessoires. Il était plutôt bien réussi, celui-là, effectivement. Disponible quand ? Fin mai, je pense. C'est ça chez nous, c'est le 29 mars. 29 mars déjà. Précommande 29 mars ou accessible à commander dès le 29 mars sur l'Apple Store. D'accord, ok. Bon, on s'en tiendra à ça. Après, je t'ai pas dit que tu seras livré le 30. Hein. Non, c'est ça, quoi. Et pas de mise à jour de l'OS particulière par rapport à ça. Si, il y a une mise à jour d'iOS, mais les éléments qu'on vient d'évoquer, quoi, CarKit et les petites mises à jour classiques. Il est déconseillé d'installer sur les vieux iPads cette nouvelle version d'iOS parce que les iPad 2, par exemple, bloquent complètement. Pour l'instant, il y a un gros bug, apparaît-il, à ce niveau-là, ce qui nous amène tout naturellement aussi vers les iPad Pro. C'était l'autre grosse annonce, effectivement. C'est un peu la même idée. On prend l'iPad Pro, le 12 pouces qui a été annoncé fin de l'année dernière, et on le remet dans le corps de l'iPad Air. D'accord. Et donc, on se retrouve avec un iPad qui a quasiment la même taille que l'iPad Air 2, quasiment le même poids, mais qui a le processeur A9X, un petit peu visiblement cadencé un petit peu plus bas et un petit peu moins de RAM que le grand iPad Pro, donc des performances un tout petit peu en retrait. Mais on a également le système audio avec 4 haut-parleurs. Si tu le retournes, il s'adapte automatiquement pour te donner un son idéal. Le clavier, l'Apple Pencil, enfin toutes les choses qu'on a trouvées sur l'iPad Pro 12 pouces, sauf une petite amélioration. C'est ce qu'ils ont appelé True Tone. Et je pense que c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est l'idée d'adapter la colorimétrie de l'écran à l'éclairage ambiant. C'est ça. Et là, de nouveau, c'est la même idée du fait que les objets n'ont pas toujours la même couleur en fonction de la lumière qui les frappe. Donc, si tu es à l'extérieur et que tu es avec un soleil rougeoyant, tu regardes une feuille de papier, elle va être blanche, elle va t'apparaître blanche. Mais en fait, elle va être un petit peu rougeâtre parce qu'elle réfléchit de la lumière rougeâtre. Et c'est la même chose dans les intérieurs. Les lampes qu'on installe généralement sont un petit peu plus rouges, un petit peu plus chaudes. Et donc, quand tu es sous éclairage de lampe, tu vas avoir une lumière un petit peu plus chaude. Et on a l'habitude de ça. Et ça veut dire que ton écran d'iPad ou ton écran d'ordinateur, enfin tous les écrans de tous les devices, eux, restent très bleus. Et donc, tu vas pas avoir le même rendu que sur une feuille de papier. Et donc, ils ont intégré cette notion True Tone, qui est une nouveauté pour le modèle, dans lequel il y a des capteurs de lumière ambiante qui vont, sur base de la lumière ambiante, adapter la couleur du blanc. Il va y avoir un blanc qui va être un petit peu plus chaud si on est sous un éclairage chaud, un petit peu plus froid si on est sous un éclairage froid. Je pense qu'effectivement, ça va pas plaire à tout le monde, comme tu le disais tout à l'heure, mais je sais, par exemple, certains photographes vont vraiment bien aimer parce que quand tu fais des tirages, tu vas parfois jouer sur ça en sachant, c'est vraiment pour des geeks passionnés de couleurs, mais je sais qu'il y en a qui s'amusent à adapter en fonction de l'éclairage, la manière dont ils tirent, etc. Donc, ça ouvre des possibilités intéressantes. Mais sur le côté, justement, artistique de la chose, puisque l'iPad Pro était présenté, on a vu plein de vidéos, de photos, etc., comme étant encore une fois un produit amenant à la création artistique. L'usage du stylo, par exemple, qui sert de pinceau, etc. On arrive manifestement, et preuve à l'appui, à faire de très belles choses. Et le côté artistique, prenant un peu le pas, c'est que le gars qui a envie de faire un bleu d'une certaine teinte dans son dessin, dans son joli paysage, etc., c'est pas pour que son bleu se réchauffe.
Ah, mais tu n'as pas... Attention. Mais c'est juste, c'est ce qui est visible à ses yeux, mais évidemment, il va choisir aussi sa palette en fonction de ce qu'il voit, pas en fonction de ce qu'il suppose. C'est justement l'idée, c'est-à-dire qu'après, quand tu vas... L'écran te trompe, quelque part. L'écran te trompe parce qu'il te donne un bleu qui est trop froid. Et donc, comme tu regardes à côté de ça, par exemple, tu es en train de peindre, tu es en train de dessiner un objet devant toi, tu vois l'objet avec un bleu chaud, parce qu'il, lui, il est éclairé, et donc tu le vois avec le bleu chaud. Tu choisis un bleu trop chaud sur ton écran, parce que ton écran est trop froid. Et donc, résultat, quand tu vas après imprimer ta photo, quand tu vas ton dessin, donc quand tu vas le regarder dans un éclairage plus froid, bah, tu vas être trompé. Et donc, le True Tone va compenser ça. Donc, normalement, tu auras un rendu des couleurs qui sera plus fidèle. D'accord. Et c'est automatique. C'est automatique, sauf si tu le désactives. Il faut que ce soit bien réglé, ce truc-là. On vend des sondes, des sondes colorimétriques en photo qui font exactement la même chose et qui adaptent la couleur de ton écran de Mac en fonction de l'éclairage ambiant. Et de nouveau, c'est pour les gens qui... Enfin, c'est assez complexe à mettre en œuvre. Et donc, c'est réservé à des gens qui vraiment veulent pousser la recherche de la colorimétrie assez loin. Et là, quelque part, on démocratise cette technologie-là. Alors, je dis pas que c'est pour tout le monde, je dis pas que tout le monde va bien l'aimer. Oui, c'est ça. Je pense que il y a pas mal de gens qui en seront quand même contents. Faudra que chacun teste un petit peu, hein, et voilà. Si ça rend pas comme on l'imaginait après l'avoir transposé sur un autre support, bah il suffit de c'est désactivable de toute façon ce truc. Ben voilà, donc on le désactivera s'il faut. C'est pas si grave que ça. Ça c'était donc le cœur vraiment de cette keynote, iPhone, iPad, et puis il y a eu tous les petits trucs en plus qui ont fait un petit peu mousser les anti-Apple, pas que les anti-Apple, j'ai vu des pro-Apple aussi qui disaient mais ils se foutent un petit peu de notre tête ici avec des histoires de bracelets pour Apple Watch. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que ça avait sa place dans une keynote? C'est les annonces de nouveaux accessoires, hein. Donc il y a l'Apple Watch qui continue sa petite carrière, et donc il y avait effectivement de nouveaux bracelets. Donc je me souviens, c'est en quoi? C'est en nylon tissé. D'accord. Donc c'est un nouveau matériau. C'est mignon. Ils ont aussi annoncé une petite baisse de prix, mais je ne l'ai pas franchement trouvé sur le store belge. Non, ça viendra rappeler. Et alors, il y avait également une petite annonce sur Apple TV OS avec quelques améliorations, dont le support du clavier Bluetooth. D'accord. Et de la gestion des folders. Comme maintenant, il y a pas mal d'applications, tu peux regrouper tes applications dans un folder, comme tu le fais sur c'était iOS. relativement attendu, manifestement. J'ai vu cette partie-là de la keynote, j'ai vu une grosse partie de la keynote, mais je me rappelle en tout cas de cette partie-là où ça a été quand même assez applaudi, cette façon de faire avancer cet OS vers quelque chose de vraiment beaucoup plus fouillé que ce que c'était au tout début. Hein. On se rappelle, c'était quand même un peu spartiate et très proche en fait de l'OS qu'il y avait sur encore l'Apple TV 2 que j'ai en face de moi et qui était invariable, quoi. Hein. Oui, alors c'est amusant. Moi, j'écoutais la keynote et je me disais, parce que quand ils ont présenté l'iPad, ils l'ont présenté comme le remplacement de l'ordinateur, partant de l'idée que, et c'est vrai quand tu regardes dans les familles autour de toi, je dis pas nécessairement les informaticiens ou les geeks, mais les familles qui sont pas nécessairement geeks, tu as souvent un vieil ordinateur qui a 4, 5, 6 ans, 7 ans, qu'on a acheté à la limite quand les enfants sont rentrés en première primaire, et puis ils sont en première rénovée, et on l'a toujours. Donc la machine, elle a 6-7 ans, et puis on pense à la remplacer, et on n'a pas envie de la remplacer par un PC. Et donc, c'est vrai qu'on a envie de la remplacer par un iPad, mais alors on se dit, bon, une tablette, est-ce que je vais pouvoir taper mes mails correctement? Quand le gamin aura à faire un exposé, etc., comment ça va se passer? Et donc, il le présente comme étant l'outil qui va pouvoir remplacer pour cet usage-là l'ordinateur et faire d'autres choses. Et puis, je regardais après l'Apple TV, je me dis, et en fait, l'Apple TV, il va faire quoi? Il va quand même aussi remplacer le PC un jour ou l'autre, parce que si tu lui rajoutes le clavier, si tu lui rajoutes des apps, tu lui rajoutes tout ça, à un moment... Oui, que ça commence à y avoir une convergence d'applications, on va dire, dans tous ces machins-là. Je sais pas si Xavier, t'as encore une question à poser à ce sujet-là. T'es pas du tout, rappelons-le, ce monsieur n'est pas du tout branché Apple. C'est pas un mal, ce n'est pas grave, ce n'est pas sale. Je sais. Lui, il aime bien des ordinateurs qui ont la taille d'un buffet normand. Oui, non, c'est pas un choix, c'est plutôt par
des raisons techniques. Mais voilà. Donc voilà, pas d'autres questions par rapport à cette keynote que nous n'avons pas suivie en direct parce qu'on a dit qu'on ne suivait plus les keynotes en direct. Il y en a plein d'autres qui font ça très très bien d'ailleurs, et on les laisse faire, et nous on laisse un petit peu la pression redescendre, et on en reparle quand on en a un petit peu le temps. Et s'il y a d'autres questions qui émergent par rapport à cette keynote ou aux produits qui ont été annoncés, qui reviendront plus tard, on remettra le couvert et on en reparlera dans un épisode prochain. Si vous, de votre côté, vous avez suivi la keynote, on est clair, on n'a pas tout dit, on n'a pas fait, enfin voilà, c'est pas exhaustif, c'est en tout cas ce que Benoît, lui, a retenu. On le dit toujours, c'est pas un travail journalistique qu'on fait, c'est notre opinion, c'est notre façon de voir les choses. Comme ça, c'est dit. J'espère avoir pris toutes les précautions d'usage. Voilà. Et t'as remarqué, on a un Android fanboy et un Apple fanboy. Voilà, c'est vrai. Moi, je suis pas Android, je suis fan de rien, moi. Je le dis tout de suite, j'ai pas de préférence, je suis asexué de ce côté-là. On reste à la lettre A. Tiens, A comme Android. Voilà, pour le coup. Voilà, Xavier, alors avec ça va faire rire Benoît, tu vas voir, avec une faille de sécurité du côté d'Android. Et pas des moindres, puisqu'elle touche la majorité des terminaux en circulation. Donc c'est vraiment la très 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 grande majorité des terminaux. Donc c'est une faille qui a un nom, je vais essayer de pas l'écorcher, qui s'appelle CVE 2015-1805. Il ne veut pas t'en vouloir. Hein. Donc c'est une faille de sécurité qui touche en fait tous les terminaux qui sont avec un noyau inférieur à la version 3.18. Alors le noyau, c'est quoi ? C'est donc, pour rappel, Android est un OS qui est basé sur un noyau Linux. Et donc, la version de Linux qui est utilisée, donc le noyau de Linux qui est utilisé, détermine si votre terminal est susceptible d'être touché par cette faille ou pas. Et c'est le cas vraiment de la majorité des terminaux. Donc, pour le savoir, il faut avoir un noyau qui est inférieur à la version 3.18. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir ça ? On va simplement dans les informations sur le téléphone, dans les paramètres, et alors vous allez pouvoir voir version du noyau. Il y a un petit exemple sur l'image pour ceux qui nous regardent. Et qu'est-ce que cette faille va faire ? En fait, c'est assez critique puisque les applications qui ont été déployées via le Play Store et qui exploitent cette faille vont tout simplement pouvoir prendre un contrôle total de votre téléphone puisqu'elle va elle va permettre de router votre téléphone, et dès qu'un téléphone est routé, si l'application a tous les droits, on peut tout simplement faire tout ce qu'on veut avec votre téléphone. C'est ça, donc c'est quand même assez important comme faille. Alors évidemment, Google n'a pas tardé à réagir et à faire le ménage sur le Play Store pour toutes les applications qu'ils ont trouvées qui exploitent cette faille, mais la faille existe toujours. Donc le problème qui se pose, c'est qu'il y a plein de terminaux qui sont touchés. Alors, on attend évidemment une mise à jour pour les terminaux qui sont encore supportés, mais pour toutes les personnes qui ont encore des téléphones qui marchent très bien, mais pour lesquels le constructeur n'assure plus de mise à jour, on peut se poser la question de ce qui va se passer si cette faille se répand. Mais bon, là, le travail de Google est de nettoyer le Play Store, et à ces gens-là, on ne peut que conseiller de ne pas installer d'applications qui ne sont pas des applications installées via le Play Store. Ok. D'accord, oui, ça c'est le plus prudent, effectivement. Oui. Mais ça concerne donc même tous les téléphones de la gamme Nexus, par exemple. Sont susceptibles d'être touchés Non, ils sont touchés. Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on se fait déjà pirater. Non, ça ne la veut faille pas est dire existante, mais la faille est existante, mais il faut qu'on ait installé une application qui exploite cette faille. Donc vérifiez bien vos applications, faites le ménage si nécessaire, ça évitera déjà quelques problèmes. Est-ce qu'il y a un patch ou quelque chose il n'y a rien de prévu pour l'instant Alors la seule chose qui est à faire, c'est de mettre à jour le noyau du téléphone, mais c'est quelque chose que le particulier ne sait pas faire, à moins qu'il installe une ROM particulière sur son téléphone, mais le lambda ne pourra pas le faire. Chouette, c'est super, bonne nouvelle. Bon, allez, on passe à la lettre D. D comme Domino's. À table, Benoît. À table. À table. Effectivement, Domino's qui a présenté un petit robot livreur en Australie. Alors Domino's, c'est les gens qui font les pizzas, qui livrent, des machins plats qui ressemblent un peu à une pizza et qui sont plus ou moins comestibles, et qui livrent à domicile. Et chez nous, ils les livrent avec des petits scooters. Ouais. Mais avec des gens sur les scooters, il y a des gens sur les scooters, oui, tout à fait, de la totale. Et puis il y a un gros paquet derrière, et puis on met les trucs plus ou moins mangeables dedans. Ouais. Et donc en Australie, ils travaillent après avoir fait des pizzas artificielles, à faire des livreurs artificiels avec un petit robot qui vient livrer chez toi.
Et donc, alors c'est pas un drone qui vole comme Amazon, c'est un truc qui se déplace sur les routes ou sur les trottoirs. C'est un drone autonome, donc on lui dit tu vas là-bas et puis il se débrouille, il va éviter les obstacles, il va éviter les problèmes. C'est évidemment encore en test, c'est pas encore le déploiement à grande échelle, mais ça semble être un projet sur lequel ils croient, sur lequel ils investissent. Et le gouvernement australien, visiblement, est très intéressé à développer ce genre de techno, donc est en train de régler les aspects législatifs pour permettre de faire tourner ce genre de petits gadgets dans les, en réalité, quoi, avec des vraies livraisons. Et donc, le robot arrive devant chez toi, tu tapes un petit code et il s'ouvre par miracle et dedans, tu trouves ta nourriture. Il y a un compartiment froid pour les boissons, il y a un compartiment chaud pour les pizzas. Moi, je vois d'ici les types qui vont venir avec des camionnettes avec des rampes, qui vont garer sur les trottoirs pour capturer les petits robots en question et se faire une petite fête derrière, parce que elle ne prend pas d'argent, la machine. Hein, la machine ne prend pas d'argent, donc la seule chose qu'on peut voler, c'est l'espèce de truc qui est dedans. Franchement, je vois pas l'intérêt. Mais, c'est pas... En Belgique, ça passera pas. La machine, par la démonter, je ne sais pas. Les activistes, peut-être. Oui, les activistes. Mais le concept qui est chouette quand même, c'est de voir par-delà la qualité de la pizza, le concept qui est très chouette, c'est de voir ces technos qui arrivent vraiment dans notre vie. Ça devient quelque chose de très concret en fait. Ouais. Il porte un nom, le robot. Oui, ça s'appelle Domino's Robotic Unit. D'accord. Le DRU, ouais, c'est ça. Bon, une petite vidéo qu'on vous a montrée également pour illustrer ce sujet. C'est un petit peu toutes les étapes de conception du bidule. Hein, on l'a bien compris. Ils ont bien bossé dessus parce qu'ils sont partis d'un robot militaire pour la logique de la navigation autonome. Ouais. Et puis ils ont travaillé effectivement en se disant qu'est-ce qu'on doit faire. On voit des protos où il y a un petit four dedans. On voit des protos où c'est de l'isolant qui garde au chaud. Et puis ils ont aussi travaillé pour qu'il y ait une petite bouille sympathique. Ouais. Je trouve qu'effectivement, ça s'est plutôt réussi. La bouille est vraiment sympathique. Et la première livraison a eu lieu début du mois. Donc la vraie livraison, une vraie pizza, des gens qui avaient vraiment commandé une pizza et qu'on leur a livré chez eux par le petit robot. Bon, pour faire ça, évidemment, il faut des trottoirs qui sont bien... Enfin, tu vois, qu'on sache rouler. Parce que... Apparemment, il s'est rodé sur la route et donc il est capable de passer d'un trottoir à la route et de remonter sur le trottoir en fonction des obstacles. Donc il va falloir, en plus des pistes cyclables, il va falloir des pistes de robots. Non, parce que l'idée, c'est qu'il peut passer sur un trottoir ou sur... Enfin, je ne sais pas. Il y a peut-être des éléments à voir, effectivement, sur l'adaptation du reste. Ça va pas dans toutes les villes, quoi. Je ne sais pas s'il y a des normes australiennes particulières où tous les trottoirs sont à niveau, mais chez nous, c'est un petit peu plus compliqué. Xavier. Pour ceux qui n'ont pas l'image, en fait, ça ressemble très fort au visage du robot Wall-E, mais sur roue, quoi. Oui. Juste le visage. Il est trapu. On va avoir une levée de bouclier des syndicats de livreurs de pizza qui sont en Belgique. C'est peut-être qu'effectivement, il va y avoir là aussi des manifestations de ce côté-là. Peut-être. J'ai toujours du mal avec ce genre d'annonce parce que technologiquement, on sait que c'est faisable. On sait que la preuve est là. Mais je me demande si c'est pas plus de l'ordre de la démonstration pour faire parler de la marque. Des trucs ronds presque mangeables, plus qu'autre chose finalement. L'histoire des drones d'Amazon, je suis pas convaincu que demain on puisse faire voler des drones avec le dernier bouquin que tu as acheté Non, mais c'est pour ça qu'ils en parlent aussi parce que demain ça fait avancer on peut pas faire voler les drones. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux composantes. Il y a un composant d'avoir le drone qui est capable de façon autonome de voler, c'est pas simple. Ouais. Et il y a une deuxième composante, c'est la législation. Aujourd'hui, tu veux faire voler un drone comme ça, tu peux pas. Ouais. Et donc, pour pouvoir le faire, et c'est la même raison pour laquelle Domino's travaille sur ça, en tout cas, annonce qui a fait, je pense, ce genre d'annonce. Ça fait visiblement un moment qu'ils sont dessus. C'est pas un gadget piloté à distance, genre comme on a sur un plateau de tournage. Donc, je m'imagine mal faire ce genre d'investissement sans espérer. Alors, ils vont peut-être se rendre compte que ça marche pas, ça j'ai pas dit, mais sans espérer le mettre en production derrière. Mais par contre, ils ont effectivement un problème très concret, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent pas faire rouler ce machin-là en dehors de zones très très limitées. Oui. Et donc, il faut des adaptations de législation. Et donc, la seule manière, c'est de présenter l'idée, c'est de présenter le concept, c'est de dire, voilà, on travaille sur ça, aller trouver les hommes politiques, leur dire, voilà, il faudra adapter tel et tel aspect dans la législation. Et ça prend du temps. Et donc, pour ça, il faut communiquer. Et il faut être
patients. Amazon avait, quand ils ont annoncé leur drone, ils ont dit technologiquement on sera prêt dans 1 an ou 2, mais en matière de législation, on fera sans doute 5 à 10 ans. Quoi. Enfin, moi, on ne m'ôtera pas de l'idée, mais on en restera là en même temps, mais on ne m'ôtera pas de l'idée que je ne sais pas combien a coûté leur petit robot, mais il s'offre quand même une communication mondiale à moindre coût, il faut être clair. Ceci étant dit, ça reste technologiquement intéressant. On peut passer à la lettre F peut-être. F comme Facebook. Il s'est passé des choses de ce côté-là avec une annonce importante lors du F8, la grand-messe de Facebook, parce qu'ils en ont tous une maintenant, que ce soit Google, Apple et autres. Facebook a sa grand-messe aussi, 8e du nom. Oui, donc le 8 qui est la conférence des développeurs qui aura lieu en avril, on attend une annonce assez importante. Il y a des bruits qui courent sur le fait que Facebook devrait officialiser son bot store. Alors qu'est-ce que le bot store? Donc c'est un store d'applications en quelque sorte, comme on connaît le Play Store qui avait été lancé par Google et l'App Store par Apple, pardon. Donc l'idée c'est de ne plus avoir vraiment des applications, mais de remplacer les applications par des bots, donc une couche de développement, donc des petits robots, si vous voulez, un soft avec des algorithmes qui vont s'installer en un clic et qui vont s'activer simplement dans le fameux Facebook Messenger. D'accord. Donc, l'idée, c'est d'avoir un environnement complet au sein de Messenger, et ça va permettre évidemment à Facebook de conserver tous ces développeurs, tous ces clients un maximum de temps sur son application. Évidemment. Mais ça va faciliter aussi la vie de pas mal de personnes qui sont limitées à quelques applications. Et donc voilà, on va voir vraiment une grosse évolution, parce qu'il y a des annonces de pas mal de gens qui disent que, un petit peu comme on l'a eu avec des explorateurs, donc des browsers qui sont devenus à un moment des OS, eh bien maintenant les applications de chat pourrait vraiment devenir le prochain style d'OS, comme c'est le cas par exemple avec Slack qui prend de plus en plus de place. Mais donc voilà, c'est la grande évolution, et ça devrait être officialisé en avril prochain. Oui, il y a une autre évolution, c'était un jeu de basket aussi dans le Messenger. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il paraît qu'il y a moyen de jouer au basket. Moi, j'ai pas eu le temps de tester, mais il paraît qu'il y a moyen de jouer au basket à l'intérieur de Messenger. Il y a un petit jeu caché, paraît-il. C'est une des évolutions. Alors, j'oubliais juste un détail, c'est que l'App Store de Apple, quand il avait été déployé en 2008, il avait touché 100 fois moins de personnes. Donc en fait, comme maintenant Facebook a un public qui est vraiment gigantesque, on parle de 800 millions d'utilisateurs qui pourraient être impactés en une fois. Donc ça peut évidemment intéresser des développeurs. Ça, c'est clair que tout va plus vite, effectivement. Xavier, on reste à la lettre F toujours comme Facebook, à moins que Benoît ait une question à poser avant cela. Oh, pas une question, c'est juste un truc. Je sais pas si vous avez vu, Microsoft avait sorti, parce que tu parles de petits bots en chat. Microsoft Research avait sorti un bot qui essayait de communiquer, de dialoguer avec les gens. Oui. Et ils ont dû l'arrêter après, en gros, une journée. Ils avaient mis ça sur Twitter, et le truc est assez vite parti en sucette, parce que le bot apprenait des phrases, et donc les gens se sont amusés à lui apprendre des phrases racistes, fascistes et compagnie. Comme quoi, le mal est partout. Et voilà, comme quoi, en fait, on est vraiment une bande de cons, quoi. Oui, c'est ça. Oui, faut être réaliste. Bad buzz aussi du côté de Mark Zuckerberg. Voilà, donc c'est une photo assez banale a priori postée par Mark Zuckerberg, qui a déclenché un bad buzz, puisqu'en fait il y a eu des millions de Chinois, et pas seulement, qui ont réagi à une photo de Mark Zuckerberg qui court sur la place Tiananmen alors qu'il y a un brouillard épais. Évidemment, ce n'est pas un brouillard classique, c'est une pollution, puisqu'on sait que c'est une des villes les plus polluées au monde, et donc il y a pas mal de gens qui ont réagi sur le fait que c'était pas très malin de courir comme ça, mais surtout qui n'ont pas apprécié spécialement la liberté affichée par Mark Zuckerberg. Donc on a eu tout un tas de tweets qui ont réagi. Par exemple, on voit des gens qui demandent comment est-ce qu'on fait pour mettre à jour sa page Facebook depuis la Chine. On nous demande s'il a vu le tank sur la place. Donc voilà, il y a pas mal de critiques qui ont été faites par rapport à cette photo, et c'est pas habituel, puisque en général la communication de Mark Zuckerberg est quand même assez bien ficelée. Oui, de toute façon aujourd'hui, on peut
le moindre geste peut susciter des commentaires et des levées de boucliers et des bad buzz sur les réseaux sociaux, des fois pour très peu de choses, et quand il s'agit de discourir de ce genre de choses, il y a toujours quelqu'un, on trouve toujours quelqu'un pour en parler. Voilà, c'est une petite perte de temps, si ça amuse, ça amuse. Hein. Xavier, toujours pour parler encore de Facebook. Facebook qui n'aime pas BlackBerry. Voilà, encore une brève. Donc c'est simplement tous les possesseurs, s'il y en a encore de BlackBerry, vont avoir la mauvaise surprise de voir leur application Facebook disparaître, puisque Facebook a annoncé, comme il l'avait fait avec déjà l'application WhatsApp, qu'il ne supporterait plus l'application Facebook, à l'exception des terminaux BlackBerry qui commencent à tourner sur Android. D'accord. Ouais, autant dire que donc c'est la majorité. Voilà, c'est vraiment WebOS. On oublie de ce côté-là. On a fait le tour de la lettre F, me semble-t-il, à moins que je voyais Benoît un peu pouffer de rire par rapport à BlackBerry. Oui, c'était juste quand Xavier a dit s'il y en a encore. Oui, effectivement. On peut se poser la question, mais bon, voilà. Et on n'est pas tout à fait fini avec la lettre F, puisqu'il y a encore un F, Benoît, un F comme feu rouge. De quoi va-t-il s'agir donc C'est un peu énigmatique pour moi. Même pour moi, c'est énigmatique. C'est une petite annonce que j'ai vue cette semaine et que je trouve intéressante. Donc, avec l'arrivée des voitures autonomes, on a déjà entendu pas mal de gens qui nous amènent à réfléchir en disant oui, mais ça veut dire qu'au lieu d'être assis bêtement, on pourra lire, on pourra dormir, on peut faire plein de choses. Et il y a des chercheurs du MIT qui se sont dit tiens, mais est-ce que ça n'influencerait pas la manière dont on se déplace sur les routes ? Et ils sont partis du feu rouge, tu sais, le croisement, et avec la technique actuelle qui est on arrête un flot de trafic pour laisser passer l'autre flot de trafic, et puis on arrête l'autre flot et on laisse passer le premier. Et ils se sont dit, mais si on appliquait d'autres algorithmes en profitant du fait que les voitures sont autonomes, et ils sont allés prendre des algos qu'on utilise pour les trains, les métros, des algos basés sur le principe de slot, et ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire circuler des voitures autonomes ou des véhicules autonomes de façon plus efficace, c'est-à-dire moins de décélération, d'accélération, et donc moins de pollution, et aussi plus de véhicules qui passent dans toutes les directions avec des algorithmes différents. Et donc l'idée en fait, c'est de dire est-ce qu'il va pas falloir qu'on revoie nos infrastructures si on va vers ce type de véhicule, peut-être adapter des routes pour tirer un petit peu plus d'avantages notamment d'une capacité de trafic accrue. Alors c'est un début de recherche, parce que ce qu'ils n'ont par exemple pas intégré dans leur modèle, et encore une fois, c'est normal parce que c'est le début du travail, c'est les piétons, les motos et les vélos qui circulent également sur la route. Mais bon, il faut bien démarrer quelque part, et c'est intéressant de voir que c'est pas juste un changement pour le véhicule, mais ça peut avoir un changement pour tout le comportement routier. Oui, parce que là, dans l'étude, d'après ce qu'on voit sur l'illustration, il joue sur la vitesse des différents véhicules qui sont effectivement à 100% automatisés. Hein. Je dis pas de bêtises, c'est ça l'idée. Tout à fait, c'est tous des véhicules automatisés, ils s'allouent un slot. Ouais. Comme on fait pour les trains, tu sais, donc quand chaque train a une portion de voie, alors il n'y a pas un autre qui rentre sur la portion, et donc comme il s'est alloué un slot, il sait qu'il peut y aller. Il n'y a personne d'autre qui va venir sur sa portion de voie, et ça permet par exemple d'avoir deux flux de trafic qui normalement risqueraient de se cogner, et donc c'est pour ça qu'on en arrête un des deux, mais là ils ne se cognent pas parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il n'y en a pas deux qui vont aller en même temps, et donc ça permet de dégager beaucoup plus de véhicules. Ceci dit, le changement d'infrastructure, il est déjà quelque part en cours, si j'ose dire, ça s'appelle le rond-point. Le sens giratoire, comme on dit dans certains autres pays. C'est-à-dire qu'on remplace de plus en plus de grands carrefours par un cercle de concentration où les voitures rentrent dedans, et on se rend compte que ça fluidifie déjà le trafic, même si, effectivement, il y a quand même une question de priorité. Il faut laisser passer les voitures qui sont dans le rond-point. Mais ça permet à tout un chacun de rentrer dans le flux beaucoup plus facilement et beaucoup plus intelligemment, entre guillemets, qu'avec simplement une séquence de feux rouge, orange, vert, des séquences comme ça qui font que finalement on ne tient pas beaucoup compte de ce qu'il y a en amont comme problème ou pas de problème ou circulation, enfin voilà. Mais c'est bien de savoir que ça va exister un jour. je le dis, mais j'y crois pas vraiment, je sais pas pourquoi. J'ai du mal parce que c'est vrai qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Moi je trouve ça intéressant en tout cas de voir qu'on s'intéresse à faire évoluer des choses qui n'ont pas spécialement évolué depuis des années. L'exercice de style était intéressant.
Et ce que tu dis sur le rond-point, en fait, est pas tout à fait correct, Marc. Les ronds-points, on est en train d'en revenir beaucoup en termes de fluidification du trafic, parce que visiblement, c'est une technique qui marche bien sur certains types d'axes. On se rend compte qu'on les a déployés sur des types d'axes où ils sont pas très efficaces. Et en fait, des pays qui ont été pionniers dans le rond-point, comme par exemple les Royaumes-Unis, sont en train de les enlever. Parce que, en final, c'est pas la bonne formule. D'accord. C'est de la bonne formule pour certains types d'axes, pour certains types de trafic, mais on en a fait un peu la formule à tout va. Je pense qu'il y a une question de coût aussi. Il y a pas mal de cas où ça va pas. Soyons clairs qu'il y a une question quand ils sont montés et qu'on les démonte, c'est pas une question de coût. Non, mais je veux dire, le fait d'en faire, dans nos contrées, on en fait énormément. Enfin, en tout cas, chez nous ici, on fait on remplace beaucoup de carrefours par des ronds-points. Et finalement, on peut se poser la question aussi, c'est pas finalement quelque chose qui finalement ne demande très peu d'entretien, contrairement à un feu clignotant, etc. qui est besoin. L'entretien reste énorme. Hein. Une route, ça doit être entretenu. Les routes de voitures demandent des entretiens qui sont énormes parce que la surface s'abîme très vite. Et donc, de toute façon, il faut la refaire régulièrement. C'est pas tellement le coût du petit feu qui va avoir un gros impact. Enfin, je sais pas. Ceci dit, si vous, de votre côté, c'est le truc échappatoire, si vous, de votre côté, êtes spécialiste en carrefour, feu rouge ou autre rond-point, sens giratoire et séparation de ponts, de viaducs, etc., n'hésitez pas à nous le faire savoir et on en parlera. On essaiera d'en parler peut-être un petit peu mieux dans un prochain numéro, même si, effectivement, l'information reste tout à fait intéressante et c'est rigolo comme tout. De voir ces petits points avancer à la bonne vitesse et ne jamais se rencontrer, il n'y a jamais d'accident dans ces petites vidéos. C'est ça qui est bien. On est à la lettre G. G comme Garmin, Xavier. On parle de GPS, bien sûr. Voilà, on reste dans le trafic. Oui. En fait, voilà, je ne vais pas trop m'intéresser sur l'aspect financier, etc. Mais le marché du GPS, effectivement, continue à évoluer. Alors que je pensais que c'était un petit peu mort. Il y a la gamme, donc le fabricant Garmin qui a annoncé une gamme de 11 nouveaux modèles de GPS avec quelques innovations qui sont assez intéressantes. Donc il y a évidemment le support du Bluetooth avec la reconnaissance vocale, etc. qui peut servir, donc votre GPS va vous servir de kit main libre. Mais il y a par exemple des accords qui ont été passés avec la société Foursquare pour pouvoir intégrer les millions de points d'intérêt dans le GPS. Et alors d'autres évolutions un petit peu plus intéressantes technologiquement parlant. On va par exemple avoir une dashcam intégrée. Donc la dashcam, pour rappel, c'est cette petite caméra embarquée qu'on voit beaucoup, principalement en Russie par exemple, qui va enregistrer la route et qui va sur lesquels on va pouvoir marquer des points d'intérêt quand on a un accident par exemple, pour qu'on est témoin de quelque chose. Oui. Et donc en fait le GPS va pouvoir se servir de cette dashcam évidemment pour enregistrer, mais il va également intégrer certaines fonctionnalités que des gens ont déjà sur leur voiture, comme par exemple la détection d'un accident qui pourrait arriver si on ne freine pas. Donc il va anticiper le mouvement et dire que on risque un accident si on ne freine pas. Il va détecter par exemple le fait qu'on quitte on quitte sa bande, donc on grille une ligne blanche alors qu'on n'avait pas marqué l'intention. Donc des petites innovations comme ça qui me semblent intéressantes dans le GPS et qui font évoluer ces produits et qui pourraient donc donner un intérêt à certains, parce que si on voulait toutes ces fonctionnalités il y en a qui le font avec leur smartphone, mais ça veut dire qu'on utilise pas mal la batterie notamment, et donc je pense qu'il pourrait y avoir effectivement une clientèle pour ce type de nouveaux produits. Ça relancerait le GPS, comment je vais dire, qui n'est pas intégré au véhicule, quoi, hein, celui qu'on peut acheter à part et déplacer, etc., mais qui n'est pas un smartphone. C'est beaucoup moins cher qu'un GPS intégré au tableau de bord, pour lesquels les mises à jour coûtent en général une fortune. Le prix d'un GPS. Oui, voilà. Ici, on a dans quasi l'entièreté de la gamme, si pas toute la gamme, on a des mises à jour à vie. Donc voilà, je pense que c'est un produit qui peut être intéressant. Oui, je pense que, ça dépend de la marque de la voiture, sans doute, mais le GPS préinstallé dans le véhicule, c'est jamais vraiment une bonne solution technologique. Hein. Je veux dire, c'est pas une solution d'évolution. La voiture va avoir une durée de vie bien supérieure à cet appareillage, me semble-t-il. En général, effectivement, ils en profitent pour nous vendre des abonnements, pour vendre les cartes. J'ai vu jusqu'à 75 € pour une mise à jour de carte annuelle. 75 €. Ah oui, mais
Moi, pour mon véhicule, on m'a demandé plus. Hein, donc... c'est assez surprenant. Et c'est pas la planète entière, hein, c'est juste le continent, et encore. Non, il y a des détections. Donc, ils veulent concurrencer Waze et Coyote, par exemple, aussi avec ça. Donc, voilà, il y a pas mal de petites innovations à ce niveau-là. Juste un petit truc, parce qu'on l'a vu à l'écran, cette histoire de trucs de ventouse, parce que c'est toujours comme ça qu'on le colle, hein, surtout s'il y a une dashcam, on vous le colle comme ça sur le pare-brise, à l'intérieur du pare-brise. C'est un truc qu'ont les voleurs, hein, quand ils voient un véhicule avec un petit rond qui est sans doute la marque d'une ventouse, c'est à ce moment-là qu'ils vont vous casser votre carreau pour aller regarder dans la boîte à gants. C'est un petit truc que je donne en passant, pas aux voleurs, hein, aux gens. Éviter ce genre de support parce que ça peut être un indicateur, hein, c'est un petit peu embêtant. Et en parlant de la ventouse, ils ont fait un petit progrès aussi au niveau de la fixation, puisque c'est aimanté, et donc c'est beaucoup plus facile à fixer qu'avant. Et à voler. Par la même occasion. Il me semble que le doigt de Benoît s'est élevé ou pas? Non. Ah, ok, c'était autre chose. J'étais sage. C'était autre chose. J'allais dire que c'était autre chose, alors bon. On y vient. On arrive. On est à la lettre O comme holo. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça que je lis. C'est holo, Benoît. C'est une imprimante, hein, mais une imprimante un peu particulière, évidemment. C'est une imprimante 3D déjà, donc au lieu d'imprimer sur du papier, elle imprime un objet en relief, donc un petit jouet, une pièce pour faire une réparation, un dentier, enfin n'importe quoi. Et en gros, il y a deux technos. Alors le point important, c'est qu'en fait, elle est super pas chère. Elle coûte $99 actuellement en Kickstarter, plus évidemment la TVA, plus les frais d'envoi. Et comment ils en arrivent à ce prix super bas? Et en gros, il y a deux technos pour faire des imprimantes 3D. Il y a la techno où tu vas avoir un extrudeur, c'est-à-dire que tu fais fondre du plastique sur un petit bras robotisé, tu déplaces le bras robotisé, et donc en se déplaçant, il va couche par couche, patiemment construire ton objet. Oui. Donc l'extrudeur, c'est un pistolet à colle, mais dans lequel on fait fondre du plastique, quoi, et un petit peu plus miniaturisé, un petit peu plus joli. C'est un truc qui chauffe. Ouais. La deuxième technique, c'est la technique qui a été utilisée sur les toutes premières imprimantes 3D, c'est d'avoir une résine ou une poudre et avoir un laser qui vient faire fondre ou solidifier cette résine. Ouais. Et puis on déplace un tout petit peu l'objet, le laser fait la couche suivante. Ouais. Et il y a à peu près un an, il y a une société britannique qui a lancé une résine qui s'appelle Daylight. Donc une résine qui s'utilise non pas avec un laser, mais avec un écran LCD. Et donc l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir à placer un laser qui fait une mécanique qui est assez coûteuse, on peut faire une imprimante 3D en prenant un écran LCD et en s'en servant comme l'élément qui va constituer couche par couche. D'accord. Et l'intérêt, évidemment, c'est qu'un écran LCD haute résolution, ça coûte beaucoup moins cher qu'un système laser qui est assez spécialisé. Ouais. Et puis, il y a une boîte sur Kickstarter qui se lance maintenant sur Kickstarter, donc Holo, qui s'est dit, mais on a tous un écran haute résolution en poche. C'est notre smartphone. Donc, la nuit, comme tu n'utilises pas ton smartphone, tu le mets sous un petit bac de résine, avec un petit moteur qui fait que la résine bouge comme il faut pour que tu puisses faire le jeu couche par couche, et ton smartphone va imprimer l'objet en 3D pendant la nuit. À son aise. Et donc, c'est ce qui leur permet du coup d'avoir un produit qui est en fait très simple. C'est juste un petit moteur, une petite plateforme, et un petit moteur pour faire bouger l'objet 3D, comme j'expliquais, pour pouvoir faire le jeu des couches. Ouais. Et le reste, le logiciel, la gestion de l'impression, etc., c'est fait par ton smartphone que tu as déjà. Enfin, tu installes le logiciel dessus, mais je veux dire, tu as déjà le gros, tu as déjà l'écran, tu as déjà tout ce qui coûte cher, et donc ça leur permet de proposer un produit à un prix vraiment intéressant. C'est vraiment génial. Oui, si vous avez la vidéo, parce qu'évidemment, ce podcast existe également en vidéo sur YouTube, allez jeter un petit coup d'œil, parce que c'est assez bluffant. On mettra le lien, évidemment, dans l'article sur lestechno.be, mais c'est une petite usine maison, hein, qui peut fonctionner tranquillement. Il ne faut pas être pressé, hein, soyons clairs, ça c'est vraiment fait comme il l'indique pour bosser la nuit à notre place, hein. Je pense qu'il faut... Et alors évidemment, par rapport à d'autres imprimantes, la taille des objets qu'on va pouvoir imprimer est assez petite, puisqu'elle est limitée par la taille de l'écran du smartphone. Oui, là en l'occurrence de l'objet, enfin du four, enfin du contenant aussi, hein, qui vient. Oui, mais le contenant, il est vraiment adapté à la taille d'un smartphone. Oui, c'est ça. Donc il y a d'autres modèles avec ce type de résine qui sont pas donc dans le Kickstarter, etc., mais qui ont des cuves d'une taille beaucoup plus importante. Mais alors en dessous, on met un écran d'ordinateur en fait. Il y a pas de évidemment, raison on fait un écran haute résolution et donc ça coûte assez cher. Et pour info, donc ils sont sur Kickstarter. Ils sont à leur 4 ou 5e jour, je pense, et ils sont déjà à peu près 10 fois
le montant qu'ils espèrent obtenir. Oui, mais c'est tellement prometteur, on en veut tous un, quoi. C'est vraiment impressionnant. Filez, les enfants, filez sur Kickstarter, là, maintenant. Et tu parlais de la taille, mais j'imagine que ça évoluera. On pourra facilement porter cette technologie sur les grands écrans, sur des écrans télé ou des choses comme ça qui ont la porter sur des grands écrans, c'est pas un problème, parce que le fabricant des résines l'a déjà fait. Le fabricant des résines propose des imprimantes de taille plus importante. J'ai perdu ma note, mais si vous faites une recherche Daylight Resin sur Google, vous allez les trouver. Okay. Et par contre, ce produit-ci, ici, il évoluera pas, parce que la cuve, elle est à la taille d'un smartphone. Oui, c'est ça, oui. Donc il faudra acheter un autre produit. Mais c'est évidemment ce qui leur permet aussi de le vendre pas cher, c'est d'avoir une petite cuve, un petit moteur, un petit machin. C'est la question quand même de la fameuse résine. On connaît son prix ou pas Alors, donc ils vont évidemment proposer, je pense qu'ils vont essayer de se refaire, je pense qu'ils vont essayer effectivement de se faire un peu sur ça. Ouais. Donc le consommable, c'est important, quoi. Le consommable est ce qui coûte très cher dans l'impression 3D, maintenant que les imprimantes sont en train vraiment de baisser en prix. Et donc, effectivement, je pense qu'il est un petit peu tôt. Ça va, je suppose, dépendre du nombre de ventes, de leur politique commerciale. Quand tu fais le soutien en Kickstarter pour les $99, tu reçois une première bouteille de résine. Et puis, les bouteilles suivantes, ils vendent des kits aussi sur le Kickstarter, je pense, avec 4 bouteilles pour $79. D'accord. Si je me souviens bien. Oui, enfin, au-delà du petit côté gadget, parce que on en est au début de cette technologie-là, il y a un côté fonctionnel aussi, on l'a vu, pour faire des petits modèles réduits, des choses comme ça, peut-être pas faire un dentier, même si... je pensais à ça, c'est un peu la même technique que les amalgames qui durcissent aux UV, quoi. C'est le même principe, quoi. En soins, en traitements médicaux, on utilise de plus en plus de l'impression 3D pour construire des prothèses qui sont faites sur mesure aux besoins de la personne. Alors généralement, on utilise effectivement pas directement ces techniques-là parce que ça fait il faudrait tester celle-ci, mais les extrudeurs, par exemple, font des choses qui n'ont pas toujours la solidité. Oui, c'est ça. On va parfois utiliser des techniques avec des poudres et des choses comme ça qui vont être un petit peu plus solides. Mais le concept est clairement le même. Ça va rester pour l'impression 3D pendant encore un petit temps et ça fera partie des évolutions, je pense. C'est la matière, les matériaux qu'on utilise. On l'avait déjà évoqué ici, je pense, avec Marc et Sébastien, de dire l'imprimante 3D ultime sera celle qui pourra imprimer non seulement en 3D, forcément, mais en plus avec plusieurs matériaux. Et là, on pourrait imaginer de fabriquer de vraies machines en 3D et des circuits intégrés, des circuits imprimés, etc. Sur un seul jet, entre guillemets. C'est l'équivalent de l'imprimante couleur par rapport au noir et blanc. En système à extrusion, il y a des imprimantes qui sont capables d'imprimer 3 ou 4 matériaux en même temps. Et donc, mais la plupart des multimatériaux impriment 2 matériaux. Et donc, par exemple, tu vas avoir un matériel qui est le matériel le produit que tu veux vraiment faire, et un autre matériel qui va être soluble et qui va servir de support. Si par exemple tu as des gros débords, tu vas pouvoir construire en même temps que ton produit, tu vas construire un support dans un matériau beaucoup plus soluble que tu vas pouvoir faire fondre virer après plus facilement. Et imprimer en plusieurs matériaux. Surtout ne le dites pas à Domino Pizza. Parce qu'ils vont virer les pizzaiolos aussi. Retour bien sûr à l'information, voire plus haut, concernant le petit robot. Voilà. Il me semble que j'ai vu un Kickstarter pour cette boîte de la NASA, maintenant que tu m'y fais penser. Il y a 2 ans, la NASA avait annoncé qu'ils avaient un projet de pouvoir imprimer des pizzas parce que les astronautes, ça les embête. Et il me semble que j'ai vu la boîte est récemment arrivée sur Kickstarter en disant on veut rendre notre techno disponible à tout le monde. Voilà, donc c'est tout à fait possible. On peut tout imaginer. Allez, on arrive déjà à la fin de cet épisode avec. On voulait quand même en avoir un petit what the fuck, un tout petit. Oui. Je me suis dit que Seb et Marc n'étaient pas là, donc je devais relever le défi de nous trouver un petit what the fuck. Et c'est un petit what the fuck qui va faire plaisir à certains propriétaires de cardboard ou de casques de réalité virtuelle, puisque le site Pornhub, alors si vous ne connaissiez pas, comme moi, c'est un site pour adultes. C'est un site pour adultes qui a fait l'annonce aujourd'hui d'un nouveau partenariat qui a été fait. Tu m'as laissé une vidéo. Est-ce que
que je vais être obligé de la flouter après ou pas? Non, je me méfie. Tu peux mettre la vidéo. C'est une vidéo professionnelle donc du fabricant. Il n'y a rien de voilà. Les enfants peuvent rester devant. Donc, Pornhub a fait l'annonce d'un nouveau partenariat avec une société qui fait de la réalité virtuelle, et ils ont annoncé que les visiteurs, donc ils sont quand même 60 millions par jour, vont pouvoir accéder à une nouvelle catégorie qui est donc le contenu pour adultes en réalité virtuelle, mais gratuitement. Donc ça, à portée de toutes les bourses. Voilà, donc c'est vraiment à la portée de toutes les bourses, effectivement. Et donc je crois que c'est le moment d'investir dans les sociétés qui font des casques virtuels, de réalité virtuelle, puisque voilà, c'est une des utilisations, on le sait déjà, pour ces casques, et je pense que ça va faire du bruit. Oui, c'est une façon de parler, évidemment. C'est quand même très particulier, mais on l'avait dit, hein, et on en a la preuve. On avait dit deux choses, en fait. Je voulais tout à fait être précis. On avait dit que, c'est quand même... Enfin, là, en l'occurrence, c'est... comment c'est Pornhub, ils ont des moyens de communication de malades, et ils sont souvent très très drôles. Il faut le reconnaître, hein, c'est comme ça, c'est pas glauque, quoi. Leur communication n'est pas, c'est pas sale, enfin c'est pas, voilà. C'est pour ça ils sont très forts. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est que la réalité virtuelle passera par le Luc. Ça passera par là. C'est souvent comme ça que ça commence, et c'est comme ça que ça se développe avec des vidéos très particulière. Ça vaut la peine de voir l'annonce. Il y a des moments qui sont assez marrants. C'est dommage. Je pense que Sébastien, effectivement, va regretter de ne pas avoir participé à ce 73e épisode, parce que c'est le genre de choses qu'il apprécie particulièrement. Et voilà. Donc, réjouis-toi, mon ami. Il paraît même qu'ils vont distribuer 10 millions ou 10 000... Je sais plus si c'est 10 000 des cardboards. Ouais. D'accord, ok, avec marqué en grand dessus. J'imagine que c'est à leur bon client. Sans doute, ou bon payeur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'ai pas de visibilité sur le chrono. Je pense qu'on a fait un numéro assez classique finalement en termes de durée. On espère se retrouver la semaine prochaine. Pas Benoît. Benoît, la semaine prochaine, il est off. Mais il est en vacances, Benoît. Oui, voilà, il va chez Mickey. Et comme ça, tout le monde le sait. Mais on en retrouvera d'autres comme Sébastien. Tu reviens la semaine prochaine? Non, c'est sans doute. Sans doute. Sébastien, Marc, enfin je ne sais plus, quoi qu'il. On se retrouvera bien entendu la semaine prochaine, on l'espère en meilleure forme et un peu reposé. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou nous poser des questions. On y répondra avec plaisir dès qu'on en a l'occasion. À très bientôt. Au revoir. Ciao.